Il est 8h34 sur Europe 1, c'est l'heure de la revue de presse. Avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Anissa et bonjour à Natacha. tous. Ce matin, en une de vos journaux, on découvre quand même un certain tropisme des services photos, puisque Donald Trump est là partout avec son doigt pointé vers l'avant. Il y a un petit côté menaçant, autoritaire. Le Midi libre, tornade Trump, la montagne, le saut dans l'inconnu. C'est aussi d'ailleurs le titre des Échos. La Croix fait plus sobre, l'inconnu. Le Figaro, l'ouragan, Libération, American Psycho, l'humanité, Trump, l'imposteur, profite des colères américaines. Le Parisien, ce que ça change pour nous. Et l'opinion, Brexit, Trump, à qui le tour avec ce dessin de caque, Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, coiffés de la perruque improbable de Donald Trump et qui s'adresse à un Alain Juppé au crâne luisant. Forcément, il y en a pour qui ça va être plus dur. Alors, de quoi on va parler, tiens Donald Trump. Combien de séismes faudra-t-il avant que l'on daigne entendre la colère et la frustration des électeurs, se demande le Parisien. Dans Libération, qui consacre quand même 27 pages au sujet, l'éditorial de Laurent Geoffrin se veut lucide. On y trouve les mots-clés comme tous ceux que les commentateurs ont redécouverts, peur du déclassement, chute des classes moyennes. On fustige ces élites mondiales tout occupées à faire l'éloge d'une mondialisation libérale dont elles sont les principales bénéficiaires. On remarque que Donald Trump propose un vaste programme de renouveau des infrastructures publiques en s'indignant. Que ne l'a-t-on lancé avant lui ? Mais juste après, les titres claquent. L'empire du pire, l'affliction devenue réalité. Alors le Figaro publie plutôt un intéressant détail des mesures des 100 premiers jours. Interdiction de 5 ans pour le personnel de la Maison-Blanche et les membres du Congrès d'aller travailler dans des cabinets de lobbying. Dénonciation de la Chine comme pays manipulateur de monnaie auprès de l'OMC. Il y en a plein d'autres comme ça, il faut aller voir. Et Alexis Brézet met en garde dans son éditorial contre la caricature. Il cite l'historien américain Christopher Lasch qui évoquait dès les années 80 la rupture entre les élites des grandes villes et le petit peuple relégué dans les zones périphériques. Il parle aussi de la défaite du politiquement correct. Cette police des mots, des comportements et de la pensée dont les oukases, dit-il, de bataille pour les toilettes neutres au refus persistant de Barack Obama de nommer l'islamisme radical avaient fini par prendre des proportions délirantes. Et il conclut, parce qu'il n'est pas du sérail, parce qu'il n'est prisonnier d'aucun tabou, Donald Trump a su mettre ses mots sur des sentiments que les autres ne voulaient pas nommer. Mais surtout, souligne-t-il, et c'est peut-être quand même positif, son premier discours, digne et réconciliateur, et de meilleur augure que sa campagne. Le pire, donc, n'est pas sûr. Bon alors, il y a Donald Trump et puis il y a nous, les médias. Oui, c'est quand même un sujet aussi, c'est un sujet qui court un peu partout, mais on en trouve le condensé dans un article des Échos. La victoire de Trump est aussi la défaite des médias. Nicolas Madeleine nous explique qu'il ne faut pas reprocher aux médias de s'être trompés. Le don de divination, dit-il, n'est pas enseigné dans les écoles de journalisme. Oui, mais alors on se demande bien pourquoi ils ont tous prédit la victoire de Hillary Clinton. Mais surtout, la faute des médias, nous dit-il, c'est d'avoir fait de la publicité à Donald Trump parce qu'il constituait une bonne histoire. Certes, ils ont questionné avec vigueur, dit-il, sa décence, mais il a eu droit à une couverture surdimensionnée parce qu'il faisait de l'audience. Conclusion, le problème, c'est pas d'être totalement coupé des réalités et des aspirations de la majorité des populations reléguées, mais de trop parler de celui qui catalyse leur colère. On passe à la dictée ce matin. Oui, on trouve dans Le Monde un article nous expliquant que sur les mêmes 10 lignes de dictée, les élèves de 2016 font 17,8 fautes contre 14,3 en 2007 et 10,6 en 1987. Le plus frappant, c'est l'augmentation du nombre d'élèves en très grande difficulté. Quelques pages plus loin, le journal publie une controverse sur l'école parce que les différents inspirateurs des réformes de ces 30 dernières années trouvent scandaleux qu'un livre d'une journaliste de l'Obs, Carole Barjon, les mette devant leurs responsabilités. À l'école comme dans la société, les classes moyennes et les élèves moyens sont en train de couler. Il y a peut-être un lien avec les résultats électoraux. Alors, je n'ai pas très bon en dictée, mais alors en maths, pour faire 17,8 fautes ou 14,3 fautes, c'est pas facile non plus de faire des fautes à virgule comme ça. C'est une moyenne. Nous sommes d'accord. On termine, tiens, on l'entendait Hervé Morin tout à l'heure dans le journal de 8h sur Europe 1. Mais oui, parce que c'est une question qu'on se pose en lisant ces articles. Le souci de l'image est-il une manipulation du réel ? Donc le site Atlantico revient sur cette idée qu'Hervé Morin, président de la région Normandie, vient d'écrire à Météo France pour lui demander de donner les températures à Caen ou Granville plutôt qu'à Cherbourg. 8 à Caen, 8 à Cabourg, 8 à Cherbourg ce matin, disait Laurent Cabrol. Ça vaut le coup de vérifier, mais pour lui, la ville est soumise au microclimat froid et pluvieux du Cotentin, ça donne une image fausse, donc du temps qu'il fait en Normandie.
Traduire la vérité du climat normand guérira-t-il les blessures des ouvriers d'Alençon ou des éleveurs laitiers du pays d'Auge? Ce serait peut-être ça la question. Parce que si ça se trouve, il suffisait de moins parler de la pluie en Pennsylvanie. La revue de presse de Natacha Polony, qu'on retrouvera évidemment demain. Natacha qui est aussi avec nous tous les matins, juste avant 7h pour son édito des éditos. À demain. À demain.